quelques têtes de personnes qui sont déjà venues. En tout cas, on est vraiment ravis de vous retrouver. Comme vous le voyez, désormais, on est 3 à l'organisation de Paris. Donc Jean-Pierre, avec qui j'ai fondé le club il y a maintenant quasiment 5 ans. Bonsoir. Et puis Mathieu, qui nous a rejoint récemment à l'organisation du club Power BI Paris. Voilà, donc bienvenue Mathieu. Tu veux te présenter peut-être 2 minutes? Oui, donc, ça fait quelques temps que je connais le club Power BI, que je connais aussi Jean-Pierre. On travaille dans la même société. Et puis, je connais très bien l'outil Power BI aussi formidable. Voilà. Donc merci à tous d'être venus ce soir malgré le salon Big Data. Il y en a peut-être qui étaient au salon avant. On voulait aussi remercier Microsoft de nous accueillir pour ce premier meet-up, notamment Émilie qui a beaucoup œuvré un peu en last minute pour qu'on puisse tenir cet événement. Donc merci à toi Émilie et merci à Microsoft. Donc le meet-up de ce soir, c'est sur le langage DAX. Je vais intervenir sur différents sujets. Vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas à m'interrompre si vous jugez utile. Il y a aussi mes acolytes qui pourront éventuellement vous aider. Puis il y aura peut-être aussi des questions dans le chat que vous voyez sur la droite. La session est enregistrée. Elle sera rediffusée sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, le Club Power BI a une chaîne YouTube où on rediffuse tous les événements en différé. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir d'ailleurs les notifications sur les prochaines vidéos qu'on publie, etc. On a certains meet-up qui sont en présentiel hybride, c'est le cas de ce soir. On a certains meet-up qui sont que en distanciel. On a un format de l'émission qui est fait tous les mois en distanciel. Il a eu lieu la semaine dernière. Et puis, voilà. Tu voulais dire un truc? Je vais me permettre juste de me mettre au fond à un moment donné pour prendre 2-3 photos. Ouais, vas-y, si tu veux traverser. Comme ça, au moins, c'est fait. Et vous serez que de dos. Je vous préviens. Ok, donc allons-y. L'agenda sur ce meet-up. Donc, premièrement, quelques rappels utiles. C'est toujours compliqué quand on fait un meet-up sur le DAX parce que je ne sais pas trop l'audience que j'ai face à moi ce soir. Est-ce que j'ai des utilisateurs qui font 6 heures de DAX par jour? Est-ce que j'ai des utilisateurs qui découvrent le langage ou qui croient le connaître et finalement ne le connaissent peut-être pas si bien que ça? Donc, on va faire quelques rappels utiles. Et puis ensuite, on va aborder certains sujets sous l'angle plutôt pratique à travers des démonstrations. J'ai très peu de slides, ça va principalement être de la démo. Donc, il y aura ce que j'appelle des mesures multitag ou des mesures hybrides, des calculs temporels, l'utilisation des variables en DAX. Donc, on commence par des basiques. Puis après, on va quand même monter de niveau. On va parler de contexte, de table virtuelle, de transition de contexte, de ranking, de all selected. Et puis, on va parler un peu de fenêtrage et de calcul interligne si on a du temps. Voilà pour le programme de ce soir. Alors, puisque normalement j'ai bien fait le travail, il me semble que j'avais préparé des bookmarks. Je vais les trouver ici. Je suis dans Power BI Desktop. Voilà, donc je vais passer là-dessus. Donc, quelques rappels utiles. Bon, on vous le montre souvent, cet iceberg, Power BI, ça intervient sur toutes les étapes du projet BI. Ce soir, le langage DAX, évidemment, se concentre sur cette partie de l'iceberg, l'analyse et la modélisation. DAX, ça veut dire Data Analysis Expression, donc c'est un langage propre aux techno Microsoft, Power Pivot, Analysis Services, Power BI, qui permet de créer des indicateurs métiers pour répondre à vos questions business. Le DAX n'intervient pas dans la data préparation. Ça, c'est Power Query, langage M. Je ne vais pas du tout parler de ça ce soir. Mais on va faire parfois des parallèles. Parce que parfois, vous vous posez des questions, les utilisateurs. Est-ce que je dois le faire en DAX? Est-ce que je dois le faire en M? Est-ce que je dois le faire en Power Query? Est-ce que je dois le faire en SQL? Voilà. Mais ce soir, c'est DAX. Et le DAX se concentre sur cette partie-là de l'iceberg, l'analyse et la modélisation. Voilà. Quelques notions. Donc DAX, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire Data Analysis Expression. Ça permet de créer 3 objets dans Power BI, des mesures, des colonnes et des tables. À travers cette démonstration, je vais vous montrer ces 3 objets et on va essayer de répondre à la question dans quel cas il vaut mieux créer une mesure, dans quel cas il vaut mieux créer une colonne, dans quel cas on peut éventuellement créer une table. Alors évidemment, par défaut, le raisonnement que vous devez avoir, c'est plutôt de privilégier la mesure. Voilà, la mesure, elle se recalcule à la volée, elle ne stocke aucune donnée. Et il y a un peu ce principe que les Anglais résument en une phrase, en un concept, create once, use everywhere. Vous faites une fois votre mesure dans votre modèle et vous pouvez la réutiliser dans l'ensemble des visuels et des pages de vos rapports. Quelques exemples classiques de mesures, des ratios, des calculs temporels, n'importe quel type de KPI métier. On va voir qu'il y a certains cas où la mesure peut ne pas être la bonne ou l'unique solution à la problématique. Alors justement, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Là, je suis sur un modèle de données assez classique.
OK, où j'ai en fait 2 tables de faits, une table de vente et une table de budget. Et puis, j'ai 3 référentiels métiers, un référentiel géographique, un référentiel calendaire, un référentiel product. Alors, vous remarquez qu'il y a 2-3 petites choses, une relation many-to-many entre product et budget, on verra un peu comment ça se comporte. Et globalement, il n'y a pas de piège dans le modèle que je vous présente ce soir. Un modèle classique, 2 tables de faits, des dimensions reliées, pas une grosse volumétrie. On est vraiment dans une optique, on est sur un modèle, on va dire, pédagogique. Alors, premier cas d'usage, ce que j'appelle le multitable. Donc ici, vous remarquez que dans mon modèle sur la droite, j'ai 2 tables, les ventes et les budgets. Sur les ventes, j'ai une table qui est juste une mesure. J'ai une mesure qui fait la somme du chiffre d'affaires, et puis j'ai pareil sur les budgets. L'un des intérêts, effectivement, du modèle tabulaire et de Power BI Desktop, c'est de pouvoir utiliser simultanément ou pas ces 2 mesures d'axe dans mon modèle de données. Donc là, par exemple, je croise mes ventes et mes budgets par mois, puisque la table calendrier est liée à la fois aux ventes et au budget. Je peux utiliser l'une ou l'autre des mesures et la ventiler sur les dimensions, les axes d'analyse qui m'intéressent. L'avantage de ce type de calcul, c'est que la mesure que j'ai précédemment créée ne stocke aucune donnée. Elle se recalcule à la volée en tenant compte de ce qu'on appelle le contexte de filtre, c'est-à-dire l'ensemble des éléments sur la page ou sur les panneaux ici qui vont influencer le filtre et les croisements pour produire l'indicateur. Alors, ce qui m'intéresse dans ce premier exemple, c'est qu'évidemment, ici, j'ai une mesure pour les budgets, une mesure pour le chiffre d'affaires. Et puis souvent, notamment en contrôle de gestion, on dit j'aimerais bien avoir l'atteinte budget. Alors, quand on a un mindset un peu Excel, ce qui était mon cas quand j'ai démarré sur Power BI, on a tendance à vouloir tout mettre dans la même table. Donc, c'est là qu'on se met à faire des recherches V, recherches X, index match, subprod, TCD, TCD, VBA. Bon, voilà, pour tout mettre dans la même table. Là, on est sur un modèle de données. On est sur un modèle de données où, en fait, quelque part, mes tables de vente et mes tables budget, même si elles ne sont pas directement liées, ça serait une sacrée mauvaise idée de vouloir les lier, elles sont bien liées par des dimensions communes, qui n'ont d'ailleurs pas forcément la même granularité, le calendrier et les produits. Et je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Alors, pour la plupart des gens qui sont ce soir dans la salle et qui ont plutôt un background BI, ça va vous paraître assez simple et logique. Pour ceux, en revanche, qui viennent du métier, moi, ça a été une véritable révolution quand j'ai compris ça. En fait, vous pouvez très bien, je vais faire une nouvelle mesure ici, que je vais appeler atteinte objectif. Et cette atteinte objectif, c'est une mesure qui va référencer d'autres mesures qui sont actuellement dans ce modèle Power BI. Donc, je vais l'appeler atteinte obj égale divide. Donc ça, c'est une fonction d'axe intéressante quand vous voulez éviter la division par 0. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ça vous évite d'avoir à faire un if quand le dénominateur est nul. Et donc là, je vais dire total sales divisé par total budget. Alors là, vous voyez une chose intéressante aussi, c'est que je peux référencer des mesures dans d'autres mesures, d'où l'intérêt d'aller stocker des mesures intermédiaires qui, je le rappelle, ne stockent aucune donnée et se recalculent à la volée. Et donc là, j'ai un ratio qui référence 2 mesures, total sales et total budget. Ces 2 mesures appartiennent à des tables différentes, qui n'ont pas le même format, qui n'ont pas la même granularité, et pourtant, j'arrive bien à créer ce calcul que nous, on appelle parfois calcul hybride. Voilà, un calcul hybride, c'est-à-dire un calcul qui référence des tables, des mesures qui n'appartiennent pas à la même table. Donc je valide. Ça va me créer une nouvelle mesure atteinte objectif que je vais tout de suite formater en pourcentage. Prenez le réflexe quand vous créez vos mesures, la première chose à faire, c'est de la formater. Et puis ici, je vais pouvoir glisser. Je vais enlever les continents. Et je vais pouvoir glisser ma mesure atteinte objectif par mois. Pourquoi j'arrive à faire ça? Parce que j'ai bien un modèle de données qui me permet, avec la table calendrier, de pouvoir filtrer simultanément les ventes et les budgets par mois. Donc ma mesure hybride, qui référence mes 2 mesures sous-jacentes, fonctionne, et c'est ça qui la rend très intéressante. Ceci référence sales, et ceci référence les budgets. Alors franchement, je ne sais pas quel est votre rôle dans votre entreprise, mais typiquement, si vous êtes plutôt dans un rôle SI, décisionnel, adoption BI, montrez ça à vos contrôleurs de gestion, à vos business analysts. Ça, c'est franchement, quand on vient du monde Excel, ça, c'est une révolution. De pouvoir garder des tables séparées, faire des liens et faire des calculs qui référencent des tables séparées, c'est franchement, ça ouvre un nouveau monde, en fait, dans les perspectives et les possibilités de croisement qu'on a avec un outil comme Power BI. Alors, petite précision qui est intéressante. Ce calcul, souvenez-vous ce que je vous ai dit en introduction,
create once, use everywhere. J'ai juste dit, fais-moi le ratio. Une opération qu'on apprend, je sais pas, à l'école primaire. Fais-moi une division entre deux éléments. Et la force de Power BI, c'est qu'effectivement, il va me recalculer cet indicateur à la volée, selon les croisements, selon les mailles que je retiens. D'accord? Donc là, on oublie Python, R, je ne sais quoi. Le DAX, sur des calculs, on va dire, sur des données passées, me permet d'avoir des calculs dynamiques, recalculés à la volée, en tenant compte des contextes de filtre et des choix des utilisateurs. Et évidemment, le prérequis, c'est d'avoir un bon modèle de données et les bons liens entre les tables. Hein, forcément, si vous avez fait des mauvais choix dans la modélisation, si vos tables ne se filtrent pas, vous obtenez parfois des calculs lents, incohérents ou difficiles à interpréter. Alors, petite précision, je vais revenir ici, un autre élément intéressant. Ce chiffre-là, alors on va se mettre par année. Je vais me mettre par année, vous remarquez qu'ici j'ai 2 années. Ce chiffre-là, une erreur classique qu'on voit chez les clients, on est d'accord que ce n'est pas la moyenne de l'atteinte d'objectifs 2016 et 2017. C'est un recalcul de l'agrégat, du ratio, à la maille totale, ce qui est différent. C'est une moyenne pondérée, si vous voulez. C'est un ratio qui recalcule l'agrégat à la bonne maille. Donc ça, c'est intéressant, et ça montre une des vertus aussi des mesures, c'est la possibilité non seulement de se recalculer à la volée, mais toujours sur le bon niveau de granularité. Retenez la chose suivante, en DAX, les totaux, contrairement à Excel, c'est jamais la somme, le min, le max, la moyenne de ce qu'il y a au-dessus. C'est un recalcul de l'agrégat à la maille définie. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, techniquement, alors on ne le voit pas parce que le moteur Vertipack de Power BI est extrêmement rapide, mais là, il y a 3 calculs en fait. Il y a le filtre sur 2016, le filtre sur 2017 et le recalcul du ratio à la maille totale. Alors retenez bien ce que je viens de vous dire parce que ça, c'est une erreur qu'on voit quand même fréquemment chez les clients. C'est quand même un grand classique de faire des ratios et de refaire des moyennes par-dessus ou de s'attendre à ce que le total soit la moyenne de ce qu'il y a au-dessus. Attention à ça. On pourrait avoir des différences de pondération très fortes en 2016 et 2017. Si vous vous amusez à faire la moyenne de ces choses-là, vous allez peut-être aboutir à des chiffres incohérents ou en tout cas qui ne reflètent pas la réalité économique de votre entreprise. Donc voilà pour ce premier exemple, des mesures hybrides ou multitables. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions par rapport à ce que vous venez de voir? On commence par du basique, ne vous inquiétez pas, on va monter le niveau de difficulté. Donc ça, c'est une des choses que j'aime bien en DAX. Mathieu, Jean-Pierre, non, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Tu t'en sers souvent, Mathieu, de ce truc-là? Quasiment tout le temps? Là, si on prend un peu de recul, dans les modèles BI, dans 90% des modèles BI, on a plusieurs tables de faits. C'est ça l'intérêt de la BI, c'est de croiser des tables de faits. Et donc, on se retrouve souvent à faire ce type de calcul. Je veux comparer mes ventes et mes stocks, mon chiffre d'affaires facturé, mon chiffre d'affaires qui est en comptabilité. On a très souvent ce type de calcul. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ce que vous devez remarquer, pas de colonne calculée, pas de recherche V, pas de jointure Power Query. Tout se fait par l'intelligence du modèle et le recalcul à la volée de la mesure. Ok, donc on avance. C'était le premier concept sur lequel je voulais insister ce soir. Le deuxième, les calculs temporels. Alors, il y a beaucoup de questions là-dessus sur le forum du club, parce que oui, on a un forum au Club Power BI aussi, pour ceux qui ne savent pas. Vous tapez clubpowerbi.com, vous allez sur le forum, vous pouvez poser des questions en français sur Power BI. Et je pense qu'un tiers des questions sur le forum des 3 derniers mois, on pourrait faire une mesure d'AX là-dessus d'ailleurs, sont justement sur les calculs temporels. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça, forcément, je vous analysez tout le temps du temps. Alors, le premier requis sur les calculs temporels, c'est quoi? Il faut une table calendrier. Qui n'utilise pas de table calendrier ici, là? Je vais sortir ce soir, là. Bon, la table calendrier, elle est absolument indispensable pour les calculs temporels. Ici, elle est liée aux ventes et au budget. Pourquoi? Elle va faciliter les calculs temporels, l'utilisation des mesures DAX, des fonctions DAX, de time intelligence, donc de calcul automatique, le year to date, le last year, etc. Globalement, ça facilite l'usage et l'analyse du temps dans vos modèles Power BI. Alors parfois, les débutants ont tendance à dire « Oui, mais moi, dans mon modèle, j'ai qu'une seule table de faits analysée, et puis finalement, mon analyse temporelle n'est pas si importante que ça, je n'ai pas envie de m'embêter à créer une table de dimension calendaire dans mon modèle. » Si vous voulez partir sur ce chemin, c'est à vos risques et périls. Globalement, la table de date, la table calendrier facilite grandement les analyses temporelles. Et d'ailleurs, je ne vais pas faire une grosse digression là-dessus, mais quand même,
si on fait tourner un Vertipack Analyzer sur un modèle Power BI pour voir un peu quel est le poids de chaque colonne et de chaque table dans un modèle, en principe, les tables de dimension, en général, représentent entre 5 et 10-15% de la taille totale du modèle. Toutes les tables de dimension. Les tables de fait, elles, les ventes, les budgets, les stocks, représentent la majeure partie de la taille de votre fichier Power BI, de votre modèle de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos tables de dimension, vous jouez sur même pas un cinquième du modèle. Et donc, si on prend spécifiquement la table calendrier, elle pèse peut-être 0,5% ou 1% de votre modèle, et encore. Ça, c'est si vous avez 10 ans d'historique et la maille journalière. Donc, bref, on a une table qui ne coûte rien, qui prend 5 secondes à créer avec un SQL ou un langage M. Enfin, je ne vais pas traiter ça ce soir. Et par contre, elle va décupler vos capacités d'analyse et votre facilité à pouvoir utiliser justement des fonctions DAX pour faire des calculs temporels. On peut même la créer en DAX. On peut la créer en DAX aussi, c'est vrai. Alors moi, je ne suis pas fan de la création en DAX. On pourra peut-être débattre de ça là-dessus. Jean-Pierre, toi, tu préfères la faire en M aussi, je crois. Power Query. Ouais, voilà. Forever. Power Query, forever. Mais on peut la faire en DAX. Il faut que ça soit plus proche de la source. Voilà, très bonne, tout à fait. Le plus proche de la source possible. Après, là, on est sur un débat de puriste parce que justement, la table calendrier représentant 0,5% de la taille de votre modèle, que vous la fassiez en DAX ou en Power Query, c'est pas à cause de ça que votre rapport sera lent et que votre cube mettra du temps à se rafraîchir. Mais bon, peu importe. Donc, on va faire quelques calculs temporels ensemble, rapidement. C'est pour ça que je vais passer plus de temps ce soir, mais quand même, c'est important. Vous avez tous des besoins là-dessus. Un petit year-to-date. Ça vous parle à tous, un year-to-date? Cumul annuel, égal, calculate, total sales. Donc, comme d'habitude, je peux référencer mes mesures primaires, on va dire. Là, j'utilise la fonction calculate. Donc, c'est la fonction la plus populaire, la plus utilisée, la plus redoutée par la communauté Power BI. Soit dit en passant, hein, ouais, je vais zoomer un peu. Ouais. J'ai vu récemment sur LinkedIn un MVP Microsoft qui s'est amusé à vouloir traiter tous les patterns en DAX sans utiliser la fonction calculate. Voilà, il y en a qui se lancent des challenges comme ça parfois dans la vie. Je vous déconseille d'aller sur ce chemin-là. Calculate est une très bonne fonction, performante, quand elle est utilisée à bon escient. Donc, qu'est-ce que me permet de faire Calculate? Elle me permet d'exécuter un script, de référencer une mesure de base et de la calculer dans un autre contexte. Je vais pouvoir lui passer un filtre. Donc, soit parfois je vais bloquer le filtre, soit je vais forcer une valeur, soit je vais forcer plusieurs valeurs. Là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec le temps pour forcer un calcul temporel. Et donc là, vu que c'est du DAX, Microsoft a été quand même gentil là-dessus. Plutôt que de devoir coder vous-même, comme vous le feriez peut-être dans Excel d'ailleurs, votre déplacement temporel, il existe des fonctions natives en DAX qui permettent de faire ce déplacement. Donc ici, j'ai mis date. Je peux même, ici, en paramètre facultatif, je ne vais pas le faire ici, changer la date de clôture. Donc, par défaut, je suis sur une année civile calendaire classique, 31-12. Si jamais vous avez des clôtures décalées, bah, vous pouvez ici passer un paramètre. Par exemple, ici, si je clôture en mars, 31-03. Je crois que ah non, Microsoft, c'est 30 juin. Donc, Microsoft, quand ils font leur year-to-date, ils le font avec Power BI, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ils font comme ça, hein, je pense. Voilà. Microsoft clôture au 30 juin. Voilà. Et donc ça me permet d'avoir un cumul qui part du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Petite subtilité pour ceux qui... Ce truc-là, on ne peut pas le dynamiser. Ouais. Il y a des solutions d'alternatives. Bref, je ne vais pas le faire là. J'utilise le standard qui est au 31-12. Tout de suite, première chose, évidemment, je formate mon indicateur. Et donc là, j'ai un year-to-date. Donc concrètement, je vais glisser ça dans ma matrice. Alors oui, j'utilise beaucoup de matrices. Pour ceux qui m'ont suivi sur les meetups précédents, je n'ai pas arrêté de critiquer les matrices. Et là, vous arrivez ce soir et vous voyez que des matrices. C'est normal, je suis sur un meetup DAX. Et la matrice reste quand même un visuel intéressant quand on est sur un meetup où on n'est pas intéressé par la data view. Donc, ici, comment se comporte mon year-to-date? Ce chiffre-là, c'est bien la somme de ce qu'il y a là. Et puis, ce chiffre-là, je repars en janvier, c'est celui-là, etc. Donc, vous avez compris, il me fait un cumul annuel. Alors, oui, pour ceux qui découvrent le DAX, c'est une nouvelle instruction, c'est un nouveau langage. Mais globalement, ceci est moins compliqué que 90% des usines à gaz Excel que je vois chez mes clients. Ça tient en une ligne. D'ailleurs, il y a un site web, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle dax.guide, où en fait, vous avez une librairie du DAX, vous pouvez faire des recherches thématiques par type de fonction, etc. Donc par exemple,
ici, je ne sais plus où c'est, je crois que ça doit être là-dedans, dans groupe, fonction, time intelligence, boum, j'ai accès à toutes les fonctions qui me permettent de manipuler du temps. Hein, donc finalement, j'arrive assez vite à retrouver mes petits. Et comme vous l'avez remarqué dans la syntaxe, je n'ai eu qu'à référencer la colonne date de ma table calendrier. C'est tout ce que j'ai eu à faire. À partir du moment où j'ai une table calendrier dans mon modèle de données, 90% des fonctions temporelles que vous aurez à utiliser dans votre modèle se contenteront de référencer cette colonne date dans vos formules, et globalement, Power BI fait le job. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a des formules un peu plus avancées, des cumuls glissants, des choses comme ça. Mais globalement, vous le voyez ici, c'est un très bon exemple. Quand on a une table de date, une table calendrier, c'est assez simple de faire des calculs temporels avec Power BI. Je vais en faire un deuxième. Un same période lastière pour avoir le N-1, total sales N-1 égale calculate total sales, same période lastière, date. Encore une fois, je ne me prends pas trop la tête. Je sais quelle bonne fonction il faut utiliser. J'ai regardé un peu la documentation. Je référence juste la colonne date de ma table calendrier. Je formate, toujours. Avec tabular, editor, etc., on peut aller plus vite. C'est l'objectif de ce soir. Voilà, donc forcément sur 2016, je n'ai pas de données en 2015. Voilà, et puis en 2017, j'ai bien le N-1. Bon, je pourrais vous en montrer plein comme ça. Je ne vais pas forcément vous en montrer 10 000 ce soir. Ce que je veux que vous reteniez, notamment les débutants, c'est que quand on a une table de date, c'est plus simple. Il y a plein de fonctions qui existent. Je vais en faire une dernière, juste pour illustrer un concept qui est très intéressant en DAX. Si je veux faire un taux de variation par rapport à N-1, donc entre la variation du chiffre d'affaires ici, entre N et N-1, comment vous feriez? On va mettre var total sales en pourcentage, si possible. Je vous écoute. Comment vous feriez? En mathématiques? Pardon? Divide? Ouais. Un moins divide. Total sales? Moins, vous vous souvenez de la formule? N moins N-1 divisé par N-1. Ouais. Moi, j'avais parlé de... Alors, on peut effectivement faire le truc moins 1. N moins N-1 divisé par N-1. OK, je zoome un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas une manière d'optimiser ce truc-là? En utilisant... Divide moins 1. Alors, il y a l'histoire du moins 1, mais on va oublier ça. Les variables. Qui connaît les variables DAX? Voilà. Bon, ça fait une bonne partie de la salle. Donc, les variables en DAX permettent effectivement d'éviter de se retrouver dans une situation où on référence plusieurs fois le même calcul dans une expression DAX. Donc, les variables DAX, elles vont offrir deux principaux avantages. Premièrement, indépendamment de la performance, ça va améliorer la lisibilité du code, puisque vous allez pouvoir décomposer la logique de votre calcul, etc. Et deuxièmement, dans certains cas, comme celui-là, vous allez un petit peu optimiser la perf, puisque au lieu de référencer deux fois le calcul, vous le référencez qu'une fois. Bon, pour les puristes du DAX, effectivement, ici, il ne fait pas véritablement deux fois le calcul séparément, il y a un petit peu de cache, mais globalement, c'est quand même mieux d'utiliser des variables. Donc, on y va. Je vais utiliser, donc là, je passe à la ligne, var, n, égale, total sales, var, n moins 1 égale total sales n moins 1. Donc les variables, je peux en créer autant que je veux. Elles doivent porter un nom différent des objets qui existent déjà dans mon modèle. Je ne peux pas nommer une variable de la même manière qu'une mesure, une colonne ou une table. Elles sont malheureusement locales à l'expression dans laquelle je les définis. C'est-à-dire que je ne peux pas réutiliser la variable n ou n-1 dans d'autres calculs DAX que je serais amené à faire dans mon modèle. Il y a des gros débats en ce moment dans la communauté. Je fais partie des gens qui essayent d'influencer Microsoft pour permettre de pouvoir avoir une variable globale, exactement. Pardon, je perds mon truc du coup. Je le refais. Ce que j'ai fait, c'est juste un contrôle molette pour mettre en plus gros. Si jamais vous faites des démonstrations, c'est pratique. Total sales, var n-1,
total sales N-1. Return. Je réutilise du coup mes variables ici. N, N-1, N-2. OK? Donc, ici, je réutilise 2 fois ma variable N-1, ici et ici. Ça améliore la lisibilité du code. Et dans ce cas-là, ça peut aussi un petit peu améliorer la performance. OK. Des questions par rapport à ça? Donc, je vais la glisser ici à l'écran. Je vais la formater en pourcentage. Donc là, j'ai ma variation versus N-1 par mois. Je peux effectivement la recalculer sur toutes les mailles, vous l'avez compris, par continent, par produit, etc. OK? Oui? J'ai une question par rapport au calcul en utilisant les semaines. Comment, quelle astuce, parce qu'il n'y a pas de fonction. Donc j'imagine que vous faites référence. Alors je répète la question, comment on fait pour travailler sur les semaines en Power BI? Donc effectivement, il n'y a pas de fonction forcément native qui permet de faire semaine -1 ou même semaine de l'an dernier, avec les découpages de calendrier en 4, 4, 5. J'imagine que vous faites référence à ce genre de choses-là. Donc là, effectivement, il n'y a pas forcément de fonction DAX qui permettent nativement de répondre à ce type de problématique. Il faut travailler la structure de votre table calendrier et finalement reprogrammer la logique de vos fonctions DAX, enfin de votre calcul DAX, en utilisant des fonctions filter ou des itérations qui vont permettre de reproduire le contexte du déplacement temporel que vous souhaitez. Donc il n'y a pas de fonction native qui permet de dire je veux récupérer le même chiffre de la semaine d'il y a 2 ans, des choses comme ça. C'est à vous de le recoder. Il existe des patterns en DAX pour faire ça. Et puis, je n'ai pas forcément prévu de vous montrer ce soir d'ailleurs, mais il y a pas mal de ressources là-dessus sur Internet. Et il y a des patterns, notamment par Marco Russo, qui montrent comment travailler sur les semaines. Vous allez sur le site DAX Pattern. Et globalement, sur ces types de calculs plus spécifiques et plus avancés, c'est bien de comprendre les fonctions itératives, etc. Je vais venir un peu plus tard, parce que là, vous allez avoir besoin de vous-même recoder la logique du calcul. Bon, là, j'ai fait un N versus N-1 assez classique, une variation en pourcentage. Alors, dans les petits formats personnalisés, je pourrais éventuellement, ici, aller ici, dans les formats personnalisés. Mettre un petit plus, par exemple, devant. Voilà. Le petit plus ici, ça va me mettre un petit symbole ici. Voilà, quand je suis en variation positive, ça reste un chiffre. Je pourrais combiner ça avec de la mise en forme conditionnelle. Voilà. Par exemple, voilà, les contrats de gestion et les experts comptables sont ravis. On a réussi à reproduire le tableau Excel. Bref, donc ici, j'ai ma variation en pourcentage, les variables. Alors, une chose intéressante avec les variables, c'est que les variables, elles peuvent aussi stocker des tables virtuelles. Une variable, contrairement à une mesure ne peut retourner qu'une valeur scalaire, un texte, une date, un chiffre. Les variables, elles, ont cette capacité à pouvoir stocker virtuellement, temporairement, des tables, puisque comme vous le savez, certaines fonctions DAX retournent des tables, et vous allez pouvoir ensuite vous servir de ces tables-là, de ces variables-là, qui stockent des tables locales, temporaires, dans vos mesures. Je vous montrerai des exemples un peu plus tard là-dessus. Donc franchement, pour ceux qui n'utilisent pas encore les variables, je ne peux que vous encourager dans cette direction. Ça améliore la lisibilité de votre code, ça permet une meilleure maintenance, une meilleure évolutivité, et puis, dans certains cas, ça peut aussi un petit peu optimiser la performance. Et peut-être qu'un jour, on aura les variables globales. Bon, ce n'est pas encore pour tout de suite. Oui, j'ai une question sur les variables. Récemment, j'ai vu que les variables, en fait, quand on créait une variable, ça définissait une valeur spécifique. Donc, ce n'était pas dynamique. Quand on créait une variable, on mettait un calcul. Le résultat, c'était un calcul, c'était la valeur. Donc, peut-être 1000 ou 10. Et quand on la réutilisait. Et qu'en est-il des... et du coup, on ne pouvait plus, entre guillemets, filtrer cette valeur-là dans les calculs. Oui. Et qu'en est-il des tables? Est-ce que quand on crée une table dans une variable, et qu'on réutilise dans notre calcul,
ça reste du coup comme le premier cas, du coup c'est fixe et on ne peut plus passer de filtre, on ne peut plus filtrer cette table-là. Alors, je répète la question pour ceux qui sont en ligne et puis pour l'enregistrement. Donc, en gros, la question, c'est est-ce que je peux réexécuter une variable dans un autre contexte? Enfin, est-ce qu'une variable se recalcule une fois ou est-ce que je peux la réutiliser dans mon calcul-là? Est-ce qu'elle va se réévaluer ou est-ce qu'elle est constante? Bon. Il y a une petite, comment dire? Il y a une petite blague dans l'écosystème Power BI. Les variables sont des constantes. Voilà. C'est un peu bizarre, mais une variable est une constante. En fait, on appelle ça une variable, d'accord? Mais pas au sens variabilité, hein, au sens ça va dépendre de plein de choses. On appelle ça une variable dans le sens un élément dont on va pouvoir se resservir, mais ça ne veut pas dire qu'il est variable. Donc cette variable, à partir du moment où elle est exécutée, que ce soit une table ou une valeur scalaire, pour faire référence à votre question, elle est exécutée qu'une fois. Et après le return, je peux la réutiliser dans n'importe quoi, elle aura toujours la même valeur. C'est une constante. Une variable est une constante. OK? Voilà, ça à retenir. D'autres questions? Juste un petit truc à ajouter sur les variables, c'est que c'est au niveau du moment où c'est créé la variable, c'est au moment où le code se lance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez dans un visuel, il va lancer, il va processer le code. Et au début, il va créer cette variable. Et après, dans la suite du code, cette variable, elle ne va pas bouger, elle sera constante. Et ça veut dire que si vous changez le filtre, le contexte de filtre, la table, du coup, en variable, va être recalculée à chaque fois. Donc, on change le contexte. Tout à fait. Effectivement, tu fais bien de le préciser. Une variable est constante, mais dans son contexte d'évaluation. Ici, il recalcule ici à chaque fois la variable pour chaque croisement à la volée, que ce soit que la variable soit une valeur scalaire ou une table virtuelle. D'autres questions, remarques? Est-ce que ceux qui n'utilisaient pas les variables, j'ai réussi à vous convaincre d'utiliser ce truc-là ou bof? Oui? Bof? Il y a un appel Teams d'un participant là, je ne sais pas si tu as vu, mais... Non. Vas-y, Jean-Pierre. Les variables, bon, des fois pour des choses comme ça simples, peut-être qu'on peut se dire bof, bof. Ouais. Mais par contre, quand c'est des manipulations de table, là, c'est tout à fait. Pour le code, là, c'est beaucoup. Ça améliore, ça facilite la réflexion, parce qu'on commence à imbriquer plein de choses. Donc là, on peut faire des tables, faire un intersect dans deux variables, et là, c'est 100% d'accord. Plus votre calcul est complexe, plus je vous encourage à décomposer sa logique pour faire du debugging. Tout à fait. J'ai fait un meet-up sur les variables DAX spécifiques. J'ai réussi à faire 1 heure sur les variables en DAX. Donc, il y avait plein de choses à dire. C'était en octobre 2021 et j'avais notamment montré un cas. Alors, c'était à l'époque où on parlait pas mal du Covid et j'avais trouvé des formules mathématiques sur le web qui arrivaient à modéliser la propagation d'une épidémie à partir de 4 critères. Le nombre de cas initiaux, la létalité, le délai d'incubation et le fameux R0 qu'on n'a plus besoin de présenter aujourd'hui. Et en fait, j'avais montré pendant le meet-up la formule mathématique qui permettait de jouer à partir de ces paramètres avec justement des critères ici qu'on pouvait faire évoluer. Et effectivement, ça illustre très bien ce que tu viens de dire, Jean-Pierre, puisque ici, je suis sur un calcul qui ne manipule pas des tables, mais je suis quand même sur un calcul assez complexe, où j'utilise des puissances, j'ai certains bouts de mon code que j'aimerais bien pouvoir isoler dans une optique de debugging, pardon. Et là, les variables ont tout leur intérêt, toujours dans cette optique de rendre mon code plus lisible, plus clair, en fait, et plus facile à reprendre, à auditer, à débugger, etc. Pour ceux que ça intéresse, les variables, je vous encourage vraiment à aller regarder ce meet-up. On vous avait montré pas mal de cas d'usage assez intéressants. On avance, à moins qu'il y ait encore une dernière question là-dessus. Il y aurait une différence entre une variable globale et une mesure qu'on référence dans une autre variable? Alors, une autre mesure, déjà, je ne vais pas parler à la place de Microsoft, puisque aujourd'hui, la variable globale n'existe pas, donc je ne sais pas comment ils vont l'implémenter. Et est-ce qu'ils l'implémenteront? Mais disons que conceptuellement, ça pourrait fonctionner de la même manière, à la différence que la variable, justement, peut stocker une table. Oui. Et c'est là où, aujourd'hui, les mesures ne peuvent pas stocker de table. Alors, il existe une technique pour les plus avancés d'entre vous. Est-ce que vous connaissez la fonction detail rows? Detail rows, elle retourne une table et on peut se resservir d'une expression de table dans plusieurs calculs. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans la technique là-dessus, mais il existe un moyen détourné de se resservir d'une expression de table dans plusieurs mesures. Mais ça peut bloquer le vertical.
C'est-à-dire? Ça peut devenir très lourd à certains moments. Alors effectivement, c'est déconseillé sur les modèles à très forte Exactement. volumétrie. Voilà. Il dépend de la granularité aussi. Tout à fait, granularité, cardinalité et la volumétrie des données que vous voulez croiser. On avance parce que j'ai encore 2-3 trucs à vous montrer. Mathieu, on est bon au niveau commande catering, c'est bon? Bon, là, ceux qui sont avancés là, dans la salle, ils se disent mince, pourquoi je suis venu ce soir? J'ai pas appris grand-chose pour l'instant. On va monter le niveau là. On va faire des rankings. Je sais que vous êtes tous, moi le premier, cassé les dents sur les rankings en DAX. Alors des rankings, on va pas faire les choses à moitié. On va faire des rankings puissants, beaux, dynamiques. On va faire de beaux rankings. Okay. Alors je vais volontairement faire une mesure de débutant qui marche pas pour essayer de faire un ranking. Et puis on va essayer de voir ensemble comment l'améliorer. Okay. Donc je vous montre le cas d'usage. Ici, j'ai une table où j'ai mon chiffre d'affaires par produit. Et j'aimerais avoir un objet, donc a priori ça va être une mesure puisque j'ai besoin que ce soit dynamique, qui me recalcule le rang de chaque produit, mais de manière dynamique. C'est-à-dire que si je clique sur un continent, sur une zone géographique, sur une date, etc., qui me recalcule le rang. Donc déjà, première option, on est d'accord que dans ce cas-là, je ne vais pas faire de table calculée ou de colonne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dynamique. Les tables et les colonnes ne se recalculent que lors du rafraîchissement global complet du modèle de données. Le seul objet qui me permet d'avoir un véritable recalcul dynamique, c'est la mesure. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps faire des mesures, ce n'est pas ce que je dis. Mais sur ce type de cas d'usage, c'est la mesure qu'il faut retenir. Je vous montrerai après un cas avec des colonnes. Alors je vais y aller. Clic droit, nouvelle mesure. On va faire un ranking. Rang, on va l'appeler Sales Rank. Le combo Power BI Desktop plus Teams, c'est toujours un régal. RankX. Donc là, j'utilise une fonction de ranking. Alors, le petit X ici, ça veut dire quoi pour ceux qui connaissent un peu le DAX? Voilà, je suis en train d'utiliser, c'est la première fois que je vous montre ça ce soir, une fonction itérative. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je suis en train d'induire une logique de table virtuelle ou de boucle sur un calcul dont je vais pouvoir ensuite préciser les éléments. Les fonctions X, il y en a plein, vous en connaissez, sum X, average X, min X, max X. À chaque fois, elles ont le même principe. Elles induisent une logique de boucle, d'itération, sur des tables virtuelles qui peuvent être soit des tables du modèle ou des tables que vous allez justement calculer. Alors, là, on se dit, bon, je veux faire un rank sur mes produits. Donc, on va être tenté de taper product name. Ah, ça ne marche pas. Alors, il y a l'utilisateur très confiant qui va dire, ah, c'est l'IntelliSense en DAX qui ne marche plus. Moi, je suis sûr de ma formule et j'ai entendu quelque part sur le web que l'IntelliSense ne marchait pas. Bon, quoique parfois ça ne marche pas très bien, Emily. Bref, là, c'est pas ça. Un petit peu expliquer pourquoi product name, pourquoi ça n'apparaît pas là. Alors, il n'y a pas de. Comment dire, j'ai pas truqué. J'ai mis la souris devant, c'est pas fait exprès, mais je l'ai bien tapé, product. Qui est capable de me dire pourquoi ici je ne peux pas référencer product name? C'est pas une table. Ah bon? Effectivement. Product name, c'est une colonne physique de mon modèle de données, mais là, dans ce contexte-là, Power BI, il ne va pas savoir quoi en faire de cette table, qui est une colonne du modèle. Donc, ici, par contre, ce que je peux faire, vous voyez, je vais référencer la table products. Elle fonctionne. RankX, il attend en premier argument un tableau ou une table. Products est une table de mon modèle. Alors, pour l'instant, je sais que les utilisateurs avancés ont déjà vu le problème qui va arriver, mais n'allez pas trop vite. Je vais mettre product, puisqu'a priori, ça marche. Expression, bon, je vais mettre somme de mes ventes. Apparemment, j'ai une colonne, je vais la retrouver. Sales de vente. Et puis, je vais m'arrêter là, tous les autres paramètres étant effectivement facultatifs. Alors, moi, je préfère continuer comme ça, je peux commenter le truc. Voilà. Donc, ici, je fais un RankX sur une table et je m'attends à ce qu'il puisse me faire le rank sur la somme du chiffre d'affaires.
Donc ça, c'est ce que font en général 95% des débutants en DAX. C'est ce que moi j'ai fait au début quand je ne connaissais pas trop le DAX. Je voulais faire des calculs de rang dynamique, j'ai vu qu'il y avait une fonction rankx et je l'ai démarré comme ça. Alors, je vais glisser ça et là, cauchemar, marche pas. Alors, on a deux problèmes majeurs ici. Lesquels? Texte de filtre, transition de filtre. Contexte de filtre, c'est-à-dire? Products. Ouais. Il y a toujours que les chips collés chez les chips. Effectivement, ici, cette mesure, elle s'exécute dans un contexte qui est un peu plus bas, les produits. D'accord? Ici. Et le problème, c'est que pour l'instant, lorsque je suis ici et que je référence ma table product, bah, au moment où la mesure s'exécute, chips, qui est le contexte de cette valeur ici, influence la table product. Et donc, au moment où le ranking s'exécute, il ne voit que la ligne chips. Et donc, il compare chips par rapport à chips. Bah, chips est toujours premier par rapport à lui-même. Et ainsi de suite. J'ai donc besoin d'une fonction DAX qui me permet, tout à l'heure, j'ai amplifié le contexte avec year to date, où j'ai déplacé le contexte avec same period last year, vous vous souvenez? Là, j'ai besoin d'une fonction DAX qui va contrer le contexte. Parce que dans ce cas particulier, je n'ai pas envie que les produits se filtrent, puisque j'ai besoin de les comparer par rapport aux autres. Quelle est la fonction en DAX? Alors maintenant, il y en a deux, mais là, dans ce cas-là, il n'y en a qu'une des deux qui va fonctionner, je crois, qui va permettre de contrer le contexte. On va retenir all pour l'instant. Gros spoil sur la suite de la démo. Alors, je vais mettre all. Donc, la fonction all, effectivement, elle permet de contrer le contexte qui provient des visuels et des filtres des utilisateurs. Elle est utile, par exemple, quand on veut faire des rankings ou même des choses plus simples, par exemple des sous-totaux et des totaux. Hein, vous voyez, quand on veut comparer une valeur par rapport à la somme ou la somme d'un sous-ensemble, et ben dans certains cas, effectivement, on a besoin de contrer ce fameux filtre. Alors, all, elle prend comme argument soit une table, soit une colonne, soit plusieurs colonnes, soit rien. Et évidemment, vous vous doutez bien que selon les types d'arguments que vous passez, elle n'aura pas le même comportement. Là, j'ai passé la table product en argument, donc, a priori, ça va contrer le contexte, le filtre, de toutes les colonnes de la table product. Et j'irai même plus loin, de toutes les éventuelles colonnes qui seraient liées à product. Par un concept qu'on appelle les tables étendues, que je ne couvrirai pas ce soir. Bref, en général, il est quand même recommandé, j'ai des experts DAX là dans la salle ce soir, donc il faut que je fasse très attention à ce que je dis, mais en général, il est quand même recommandé, quand vous en avez la possibilité, de plutôt référencer des colonnes plutôt que des tables, quand vous faites des calculs, notamment des itérations. Là, en l'occurrence, il n'y a pas forcément de bonne réponse, ça va dépendre de à quel point vous voulez contrer ou pas vos utilisateurs. Là, dans ce cas-là, sur ce visuel-là particulièrement, techniquement, je pourrais me contenter de faire un all product name et de contrer que la colonne, en fait, qui est utilisée dans mon visuel. J'ai raison, oui, dans ce contexte. Mais la puissance du DAX, et votre force en tant que créateur de modèles, c'est la capacité d'abstraction. C'est de vous dire, OK, mais cette mesure, est-ce que je suis en train de faire comme dans Tableau, à faire des visuels que pour un peu de data vise? Ou bien est-ce que je suis en train de faire une mesure qui potentiellement va être réutilisée par plein d'utilisateurs dans plein de contextes différents? Plutôt la deuxième option. Et donc, vous devez toujours être en capacité d'anticiper, de prévoir le comportement de vos utilisateurs et la manière dont ils vont vouloir utiliser telle ou telle mesure. Hein, globalement, vous connaissez cette formule, hein, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Bah, en DAX, c'est pareil. Tout ce que vous exposez à vos utilisateurs pourra être retenu contre vous. Et je peux vous garantir qu'à partir du moment où vous allez balancer un modèle de données avec des mesures DAX pour lesquelles vous n'avez pas suffisamment réfléchi et anticipé à la manière dans laquelle elles allaient être utilisées, vous allez recevoir des tonnes de mails de gens qui vont dire « mais je ne comprends pas, moi, ma mesure dans tel contexte, elle ne marche pas, etc. » Et c'est la différence entre faire des mesures qui répondent à des besoins locaux, identifiés, précis, et des mesures qui agissent dans un modèle plus global, dans un contexte de self-service BI, qui va être utilisé par plusieurs personnes. Donc, tout ça pour dire quoi? La fonction all permet de contrer le contexte de plusieurs manières. À vous, en fonction de vos besoins,
mais toujours avoir avec du recul, d'imaginer, d'anticiper dans quel cas vous voulez bloquer ou pas le contexte. Bon, là, on va rester comme ça pour l'instant. Donc, on se dit super, j'ai réussi à contrer le contexte, j'appuie sur Entrée. Et là, ça marche toujours pas. Pourtant, j'ai bien contré, hein, le all, il marche, hein, le problème n'est pas là. Mais j'ai un autre problème ici, puisque manifestement, j'ai toujours 1. Alors, celui-là, il est beaucoup plus costaud comme problème. C'est toujours un challenge quand on fait une session ou une formation sur le DAX, parce que déjà, c'est compliqué à comprendre, et c'est encore plus compliqué à expliquer, croyez-moi. Alors, déjà, c'est quoi le problème, là? Qui est capable de me dire le problème, là? Transition. Ouais. C'est-à-dire? On va calculer. L'expression sum n'est pas filtrée par l'itération. Voilà, donc je répète, pour l'expression sum n'est pas filtrée, on a un problème de contexte ici. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça assez clairement avec des schémas. Donc là, globalement, on est dans un contexte de filtre, on est en train de créer une mesure, d'accord? Mais par la création d'une fonction x ici, j'ai créé ce qu'on appelle une logique de boucle, une logique itérative. En fait, techniquement, je suis en train, j'ai créé ici une table virtuelle, all product name. Donc cette table, elle contre le contexte initial. Et quelle que soit la valeur ici de mes produits, elle me retourne toujours une table d'une colonne avec toutes les valeurs uniques de product name. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Je vais mettre ici sur la gauche. Ça veut dire que donc, quel que soit, si je me mets ici ou ici, cette instruction, all product name, me retourne toujours une table. Là, je suis en train de faire un exercice de matérialisation. Je suis en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sous le capot. Comment le DAX se comporte. C'est ça l'une des complexités du DAX. Il se passe beaucoup de choses en virtuel. Et moi, je vais essayer de vous représenter ce qui se passe sous le capot. Donc, quel que soit le contexte ici, il me retourne toujours une table virtuelle d'une colonne avec chips, chocolat, jeans, etc. jusqu'à wine. D'accord? Donc ça, c'est ce que me retourne l'instruction all, et j'avais besoin de ça, puisqu'effectivement, mon rang, je dois toujours l'évaluer par rapport aux autres, par rapport à tous. Le problème, c'est que la fonction x, ici, elle induit un contexte de ligne, raw contexte en anglais. Pourquoi? Ici, je suis dans une boucle, je suis en train d'itérer sur ma table virtuelle, qui est celle-ci. D'accord? Donc, par l'utilisation de la fonction x, j'induis une logique de boucle, une logique itérative, une logique de contexte de ligne à l'intérieur de cette expression. Et donc, ce dont j'ai besoin, c'est j'aimerais idéalement que cette somme puisse s'exécuter pour chaque ligne de cette table virtuelle. Tout ça, ça se passe en virtuel. Hein. Donc, autrement dit, j'ai besoin que chaque valeur ici de mon contexte de ligne, product name qui est induit par la fonction x, puisse aller filtrer mon expression sales amount. Autrement dit, j'ai besoin que mon contexte de ligne devienne un contexte de filtre. J'ai besoin que ma table sur laquelle j'itère puisse être capable d'aller propager le filtre vers une autre table, vers un autre calcul, pour pouvoir effectuer justement ce calcul ligne à ligne et avoir la somme de chiffre d'affaires pour chaque produit correspondant. Ça, techniquement, ça s'appelle la transition de contexte. La transition de contexte, c'est le passage d'un contexte de ligne à un contexte de filtre. D'accord? Alors, une bonne manière de le voir, et vous allez peut-être mieux le comprendre comme ça, imaginez, je vais vous représenter en physique ce qui se passe en virtuel. Imaginez ici, je vais être dans la table produit, qui a une relation avec sales. Je vais rajouter une colonne et je vais taper exactement la même expression que ce que j'ai mis à droite de mon rank X. Je vais mettre égal sum de sales amount. Je vais avoir le même problème. Je vous rappelle que dans une colonne calculée, on est aussi dans un contexte de ligne. Là, je ne suis plus dans une mesure, là. Je suis dans une colonne calculée. Donc, colonne calculée, contexte de ligne. J'exécute un calcul ligne à ligne. Là, j'utilise la fonction somme, et vous remarquez qu'il me retourne la somme globale. Alors ça, ce chiffre-là, en fait, il correspond au chiffre d'affaires global de tous les pays, tous les produits, toutes les années confondues. Quel est le problème? C'est le même que dans mon rank X virtuel. Je suis dans un contexte de ligne.
Et là, je cherche à faire un truc qui dit, bah, en fait, j'aimerais que tu me donnes le chiffre d'affaires pour P1, puis pour P2, puis pour P3, puis pour P8. Donc, j'ai besoin de transformer mon contexte de ligne en un contexte de filtre. Propage le filtre P1 vers la table sales. Propage le filtre P4 vers la table sales. Et donc, j'ai besoin, je répète, de transformer mon contexte de ligne en contexte de filtre. Et comment on fait ça? Il y en a qui l'ont dit dans l'audience tout à l'heure. Un calculate. Effectivement, l'une des vertus du calculate, fonction qui est très polyvalente, c'est aussi de transformer le contexte de ligne en contexte de filtre. Et juste en encapsulant ma somme dans un calculate, alors je vais un petit peu zoomer, vous voyez qu'en fait, ici, alors je vais mettre un petit séparateur, comme ça vous verrez mieux aussi, et bien ce calculate me permet de basculer d'un contexte de ligne à un contexte de filtre. Donc là, il a bien réussi à passer le filtre pour chaque ligne. Et c'est ça la transition de contexte. Alors la transition de contexte, c'est vraiment l'une des choses les plus abstraites à comprendre, les plus complexes à comprendre en DAX. Si vous n'avez pas tout compris ce soir, ce n'est pas très grave. Là, je vous ai introduit au concept. Je vous encourage à lire un peu des articles de Marco Russo à ce sujet ou de vous former. Ça peut être parfois dangereux, la transition de contexte. Parfois, on en a besoin. Là, dans le cas du ranking, si j'en ai besoin, vous allez voir, le calcul va marcher. Dans d'autres cas, ça peut créer des calculs un peu bizarres, notamment si vous vous amusez à itérer sur des tables avec des doublons, par exemple, des choses comme ça. Donc, justement, c'est pour ça que c'est bien de la maîtriser, cette transition de contexte, parce que parfois, on en a besoin, et parfois, eh bien, ça peut être problématique. Alors ici, si j'encapsule ça dans mon calculate, a priori, ça va marcher. Magnifique. Mon rang est bon. Alors, je vais trier pour bien que vous puissiez voir. Voilà. Alors, il y a une autre manière un peu plus jolie en DAX de provoquer la transition de contexte. Et c'est d'ailleurs celle-là qui pose des problèmes chez les utilisateurs débutants parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils activent la transition de contexte. C'est tout simplement de faire quoi? De mettre la mesure. De mettre la mesure. En fait, ici, si je fais ça, vous vous rappelez, il y avait une mesure qui faisait somme de sales amount. Si je la référence, ça marche aussi. Pourquoi? Parce qu'une mesure dispose en fait d'un calculate implicite. Donc ça marche aussi. C'est plus joli, vous voyez, la syntaxe est plus légère. Et c'est ce truc-là qui est redoutable et qui est diaboliquement dangereux. Parce que les utilisateurs métiers qui débutent sur Power BI ont tendance parfois à utiliser des mesures dans des contextes de ligne, hein, c'est le cas ici, sauf qu'ils ne connaissent pas forcément les incidences néfastes qu'il peut y avoir de la transition de contexte. Et donc là, ça provoque des calculs qui sont soit trop lents, soit difficiles à auditer, soit incompréhensibles. OK? Alors, cet exemple-là, je l'adore pour plusieurs raisons. Déjà, il est commun, enfin, il y a beaucoup de besoins en rapport au ranking. Je suis surpris, en ce moment, on accompagne un club de foot, ils font tout le temps des rangs sur tout. Dans les statistiques de vente, on passe son temps à faire des rangs. Enfin, il y a plein de cas d'usage où on se retrouve à faire des rangs. Donc, c'est un cas d'usage qui est commun, qui a l'air simple de premier abord. Et finalement, vous voyez qu'on fait quand même appel à des notions assez avancées, là, finalement. Et pour moi, ce cas, il illustre très bien la complexité du DAX aujourd'hui dans l'écosystème Power BI et la résistance à l'adoption qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que là, on est face à un cas qui est simple, et pourtant, les concepts sous-jacents qui sont utilisés sont franchement assez complexes. On parle d'itérateur, on parle de table virtuelle, on parle de contexte de ligne, on parle de transition de contexte, tout ça, ça tient sur 40 caractères. C'est la beauté et la complexité du DAX là, que vous êtes en train de voir. Vraiment, c'est ça qui rend ce langage à la fois si passionnant, si intéressant, mais si complexe et si difficile à appréhender. On va avoir des utilisateurs qui, parfois, parce qu'ils connaissent d'autres langages de programmation, R, Python ou autre, se disent « Non, mais c'est bon, moi je suis data scientist, je suis data analyst, je n'ai pas besoin d'apprendre le DAX. Enfin, tu me montres la formule et puis je comprendrai. » Et puis, il y en a qui vont peut-être venir plus du SQL ou peut-être même d'Excel, et qui vont avoir tendance à calquer leur apprentissage de ces langages en disant bah, en DAX, je vais faire pareil, je vais apprendre par l'exemple. L'apprentissage par l'exemple en DAX est extrêmement dangereux parce que vous voyez bien que même
à travers des cas métiers simples comme ça, il y a des notions sous-jacentes. Si vous ne les maîtrisez pas, si vous ne les appréhendez pas, vous allez bloquer. Et moi, je vois beaucoup de gens en formation qui ont un bon niveau sur Power BI et en DAX, mais qui ont refusé de rentrer dans le moule. Ils n'ont pas voulu vraiment rentrer dans c'est quoi une table virtuelle, c'est quoi un contexte de ligne, c'est quoi un contexte de filtre, c'est quoi la transition de contexte, c'est quoi un itérateur. Si vous ne faites pas cet effort-là, vous avez beau être data scientist, data analyst, vous avez beau savoir faire du R et du Python, vous avez beau avoir eu 18 en master big data, vous n'y arriverez pas en DAX. Vous serez bloqué un jour, vous allez réussir à faire 2-3 formules par-ci par-là, et le jour où vous allez avoir un client, votre manager, qui va vous dire « Ah oui, mais là, en fait, j'aimerais que tu exclues tel ou tel élément, j'aimerais que tu customises un peu ta formule, parce que vous n'aurez pas fait l'effort de rentrer dans les concepts sous-jacents, vous serez bloqué. » Voilà. Donc, cet exemple-là, il est vraiment intéressant. Un cas simple qui, en fait, utilise des concepts sous-jacents très avancés. Alors, dernier point sur ce cas d'usage. J'ai eu un magnifique spoil tout à l'heure, on va faire comme si on n'avait pas écouté. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais glisser les names. Et là, j'aimerais bien faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle un ranking relatif. C'est-à-dire que, je vous affiche la formule ici. Ça, c'est une demande assez fréquente. Donc là, j'ai contré product name. Et j'aimerais bien me refaire un calcul de rang parmi, justement, les product names. Alors, quand je filtre sur une autre dimension qui n'a rien à voir avec mon hall, par exemple, les pays, bah, mon rank est bien dynamique, ça se recalcule, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a quand même une subtilité supplémentaire si mon utilisateur veut justement cliquer et filtrer sur l'élément qui faisait partie du critère du rang. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, imaginez que ici, je souhaite finalement avoir un ranking, je vais appuyer sur la touche contrôle, relatif. C'est-à-dire que j'aimerais en fait qu'il me recalcule le rang parmi la sous-population sélectionnée. Là, vous voyez, ce n'est pas le cas. Il me les donne, mais il me donne toujours le rang global, il ne me recalcule pas le rang relatif. Alors, vous avez rien entendu à ce qui était dit tout à l'heure. Quelle est la fonction qui permet de faire ça? Bien joué, c'est la première fois qu'on l'entend ce soir. All selected. Effectivement, all selected va permettre de faire ça. Donc, je vais juste rajouter un petit selected ici. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer avec des mots français. Donc, ça y est, vous voyez, ça m'a fait un ranking relatif. Je vais zoomer pour Mathieu. Donc, j'ai sélectionné ces 4 produits. Il m'a bien recalculé le ranking relatif à la sous-population, qui est dynamique. Hein. Si je clique sur un continent ou autre, c'est relatif à ça. Alors, que fait All Selected? Il y a plein de littérature là-dessus. Il y a un article de Marco Russo et d'Alberto Ferrari qui fait 100 pages sur DAX Guide et ils disent en préambule, c'est la fonction la plus compliquée, personne ne la comprend, etc. Donc, je n'ai pas la prétention de la comprendre mieux qu'eux, pas du tout. Par contre, je vais essayer de vous l'expliquer en français avec un concept, on va dire, propre à ma société, DataPulse, qu'on a conceptualisé, on va dire. Vous ne le retrouverez pas forcément ailleurs, mais je trouve qu'il est plutôt intéressant pour comprendre. All Selected bloque le contexte de filtre interne, mais restaure le contexte de filtre externe. Alors, vous voyez, j'utilise un vocabulaire que vous n'avez peut-être jamais entendu, interne-externe. C'est quoi le contexte de filtre interne? C'est le contexte de filtre qui vient du visuel sur lequel vous êtes en train de faire votre calcul. Donc, techniquement, product name, ici, c'est ce que j'appelle, après vous en faites ce que vous voulez, mais c'est mon contexte de filtre interne. C'est-à-dire que c'est le contexte de filtre qui provient du visuel sur lequel je suis en train de faire mon calcul. Le même product name, c'est le même champ que j'utilise. Hein. Ici, ça, c'est mon contexte de filtre externe. Pourquoi externe? Parce qu'il ne provient pas du visuel sur lequel je suis en train de faire mon calcul. Que fait la fonction AllSelected? Elle contre le contexte interne, elle l'ignore, mais elle restaure le contexte de filtre externe. Voilà. Moi, je trouve que présenté comme ça, ça couvre pas forcément toutes les subtilités de la fonction AllSelected, mais en tout cas, cette histoire de ranking relatif permet quand même de comprendre assez bien ce que fait cette fonction. Voilà. Donc, AllSelected fait exactement ça. Elle contre le contexte de filtre interne et restaure le contexte de filtre externe, qui permet du coup de faire des rankings relatifs. Alors là, pareil,
votre manager vient vous voir, j'aimerais avoir un ranking relatif. Vous devez traduire, OK, je vais devoir utiliser une boucle, une table virtuelle, Vous voyez, toujours pareil, on manipule des concepts compliqués pour faire des choses pas si compliquées. Il me reste à peu près 3-4 minutes, on a démarré à 19h. J'avais un dernier exemple à vous montrer. Y a-t-il des questions sur cet élément? Oui. Quand on utilise la fonction rankx, pour des cas où on veut faire un rank, mais qu'il y a des ex-aequo, des doublons, oui. Et après on veut se baser sur une deuxième mesure pour les départager. Par exemple, on veut faire un rank sur le sales amount, il y a des doublons et on veut se baser, je sais pas, sur une autre mesure, budget, pour les départager. Alors, nativement, Bertrand, tu me corriges si je me trompe, on ne peut pas faire ça. Je ne crois pas. Nativement, c'est-à-dire en utilisant les arguments proposés par Microsoft pour la fonction rankx. Là, on rentre dans la même question que ce que tu m'as posé tout à l'heure sur les semaines. En fait, ça va être à toi de recoder la logique du ranking avec des tables virtuelles où tu vas mettre ce critère supplémentaire. En fait. Bon, globalement, parce que tu rencontres des cas qui ne sont pas couverts par le DAX. Ouais, désolé pour toi. De façon native. De façon native, oui, bien sûr, de façon native. On peut le faire. C'est ça. Tu ajoutes ton budget à ta mesure, On on peut toujours contourner. c'est bon. OK. D'autres questions? Est-ce que la transition de contexte ou le all selected peut désactiver le RLS? Si je veux un rankx de mes produits, mais mondial, et regardez par rapport à moi qui suis France. Alors, on a une très bonne question. Donc, est-ce que les all selected transition de contexte peuvent casser ou couper la RLS, hein, c'est ça que vous avez dit. RLS, ça parle à tout le monde? Ouais. Role level security, donc c'est les règles de sécurité où on va attribuer des rôles ou des critères de filtre à chaque utilisateur pour qu'il voit que son périmètre fonctionnel, par exemple, ou géographique. Donc la transition de contexte, rien à voir. Enfin, vraiment, pour le coup, je veux dire, c'est juste un concept que vous allez pouvoir utiliser, qui est de la RLS ou pas, ça aura le même comportement. En revanche, effectivement, on a rencontré quelques cas métiers où, si vous voulez... Donc, quel est le problème de la RLS? La RLS, elle filtre des tables. Mais si vous voulez quand même récupérer le rang par rapport à d'autres personnes, mais qui ne sont pas dans les règles de sécurité, il faut trouver des subterfuges pour permettre de pouvoir quand même récupérer des valeurs qui ont été précédemment filtrées par la RLS. Là, l'une des techniques que vous pouvez employer, ce n'est pas forcément au niveau du DAX, c'est plutôt au niveau du modèle de données, où en fait, il va falloir stocker une table agrégée, cachée, où vous allez stocker les éléments qui ne seront pas impactés par la row level security, et puis ensuite, vous pourrez refaire vos calculs. C'est comme ça que j'attaquerai le problème. Ce que je ne voulais pas faire. Ouais, mais malheureusement, parfois, on n'a pas le choix. Ok, alors j'ai terminé. Dernier exemple. J'avais un dernier exemple à vous montrer sur le top, mais on ne le fera pas, celui-là. Un top N, où pareil, j'utilisais la transition de contexte. On ne va pas faire celui-là. Je vous montre un dernier qui prend les 2 minutes. C'est celui-là, parce que je ne vous ai pas beaucoup montré de colonne. Alors là, je termine par un sujet très dangereux, parce que je vais parler de politique. Mais je le trouve intéressant pour illustrer la colonne calculée qui est trop impopulaire, je trouve. Alors, ce que vous voyez ici, c'est, à votre avis, c'est quoi? Parce que je n'ai pas mis des gens en plus. Alors, ne regardez pas le titre du fichier. Pardon? Donc, vous voyez Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. Ouais, exactement. Je crois que je te l'avais dit à une formation, peut-être triché. En plus, il l'a dit comme s'il ne l'avait jamais entendu. Déjà, ceux qui se rappellent bien. Il a une bonne mémoire. Effectivement, c'est la cote de popularité mensuelle mesurée par je ne sais plus quel institut statistique du président. Donc, ça commence à Mitterrand, je vais zoomer un petit peu jusqu'à Macron. Et donc, je vous montre la table. Donc, c'est très simple. J'ai la date, donc c'est une date mensuelle, l'année d'élection, le président et sa cote de popularité. D'accord? Et donc, j'ai fait ce visuel pour représenter ça. Et quand j'ai partagé ça à la communauté, j'avais fait ça dans un dashboard beaucoup plus général sur la 5e République. Bref, il y a quelqu'un qui m'a dit,
ce qui serait génial, pour qu'on puisse mieux voir la tendance, c'est que en fait, tu superposes les courbes de chaque président et que tu mettes en X le nombre de mois après l'élection. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, un chiffre qui irait de 0 à 120 ou 200, et chaque valeur, c'est le nombre de mois après l'élection. Donc quelle est la cote de popularité après 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Donc là, c'est un axe, donc j'ai besoin d'utiliser une colonne calculée. On est d'accord? J'ai besoin d'un axe, je ne peux pas utiliser de mesure, je vais utiliser une colonne calculée. Et là, je fais face à un calcul qui n'est pas forcément simple, puisque je vais devoir en fait faire ce qu'on appelle du fenêtrage. Je vais devoir récupérer dans ma colonne calculée des informations qui sont dans d'autres lignes de ma table. Je ne suis pas sur un calcul intra-ligne simple, où j'ai juste besoin de récupérer pour cette valeur-là des valeurs qui sont ici. Je vais devoir comparer chaque valeur de Mitterrand par rapport à la première date de sondage. Vous êtes d'accord? Pour que je puisse savoir comment ça se déplace par rapport au nombre de mois. Alors, pas plus tard que cet après-midi, j'ai encore eu un call avec un client qui avait un besoin. C'était pas sur la popularité des présidents, mais c'était le même pattern. J'ai besoin de récupérer des lignes qui sont sur une autre, des lignes qui sont sur une autre ligne qui respectent un même critère. Donc, on y va. Comment on fait ça? On va mettre mois après élec égale. Alors, je vais utiliser des fonctions, des variables, on réutilise ce qu'on a vu. Je vais l'appeler date min égale, donc calculate, min, je vais zoomer un petit peu pour faire plaisir à Mathieu, min date, all except, donc data, et ici, donc all except, elle fait quoi? Je bloque tout le contexte de la table, je bloque tout. Et je vais restaurer à la granularité qui m'intéresse. Quelle est la granularité qui m'intéresse ici? Président. Return date mn. Donc là, vous allez voir que pour Mitterrand, quelle que soit la ligne, il me retourne toujours 1er juin 1980. Ça, en BI, on appelle ça du fenêtrage ou un calcul interligne. Jean-Pierre, à l'époque, tu faisais ça en SQL avec un partition by. On est typiquement sur un calcul où le DAX est beaucoup plus puissant que Power Query. Amusez-vous à faire ça dans Power Query. Une jointure sur elle-même, etc. Ça prend une après-midi. Voilà. J'ai eu un projet chez mon ancien employeur où on travaillait pour un gros client et on a optimisé un modèle, mais vraiment, on est passé de 2 heures de refresh à 10 minutes en basculant ce type de calcul de Power Query à DAX. Parce que le DAX est beaucoup plus puissant pour faire ce type de calcul interligne. Et le SQL aussi d'ailleurs. Mais quand on est en DAX, on a cette possibilité-là. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Un petit date diff. Ça vous parle, date diff? Date diff. Date 1, alors je passe ici. Date 1, date 2. Là, je vais récupérer la date que j'aurais pu stocker aussi dans une variable, qui est la date à laquelle je récupère mes mois. Et donc, finalement, ça me permet de récupérer pour chaque président le nombre de mois qui sépare le premier mois de son âge disponible. D'accord? On va supposer ici que c'était la date à laquelle il était élu. Donc pour Mitterrand, j'ai ça, Chirac, etc. Ça me recalcule à chaque fois l'index, vous avez compris. Et donc après, il ne me reste plus qu'à créer un petit visuel que je ne commenterai pas, mais juste à des fins pédagogiques, là, n'est-ce pas? Et voilà. Donc la superposition. Je termine là-dessus, parce que ça illustre plutôt bien, je trouve, la session. Pour répondre à ce cas d'usage, il a fallu que je traduise le besoin des gens dans le forum qui m'ont dit « est-ce que tu pourrais faire ça ?» en BI. Ok, donc j'ai besoin d'un axe. Un axe, ça veut dire colonne. Ensuite, j'ai besoin de récupérer pour chaque président quelle est la première valeur disponible des sondages. Ouais. Et tout ça, en fait, notre boulot en tant que consultant / développeur BI, c'est ça, c'est de retranscrire un besoin métier en langage BI et ensuite d'aller trouver les bons concepts, les bonnes fonctions. D'ailleurs, là, il y a d'autres méthodes. Hein. J'aurais pu faire un all pour tout casser, puis faire un values. Il y a plusieurs méthodes possibles. Hein. Mais voilà. C'était le dernier exemple que je voulais vous montrer. La colonne calculée est très impopulaire. Hein, on a tellement entendu parler dans l'écosystème qu'il ne fallait pas utiliser de colonne calculée que tout le monde en a peur. Moi, j'ai un avis beaucoup plus mesuré là-dessus, notamment depuis que j'ai bossé avec un certain Laurent Quartou, un expert DAX, donc qui n'est pas là ce soir, mais c'est pas moi. Non, il était dans la même boîte. Vos colonnes calculées, quand on maîtrise bien le DAX, si vos colonnes calculées sont bien codées et retournent
des valeurs avec une faible cardinalité, c'est-à-dire un nombre de valeurs distincts faible, c'est pas si mal que ça. Il y a pas mal de cas d'usage métier où ça sera plus simple et plus rapide de le faire en DAX que dans Power Query. Franchement, amusez-vous à faire ce que je viens de faire en Power Query. Bon courage sur une table qui fait 2000 en ligne, par exemple. Je pense que ça, voilà, vous regretterez un petit peu. Donc, la colonne calculée, parfois c'est bien. Et c'est bien de ne pas appliquer des dogmes de manière... voilà, c'est bien de savoir dans quel cas il faut utiliser tel ou tel objet. Bon, j'ai terminé pour cette session. Il y a juste le top N que je n'ai pas pu montrer, mais tant pis, c'est comme ça, il y a eu des questions. J'espère que ça vous a plu. Mine de rien, si on récapitule, on a vu contexte de ligne, contexte de filtre, table virtuelle, itérateur, all selected, variable, transition de contexte, fenêtrage, colonne calculée versus mesure. C'est pas mal. Globalement, le DAX tourne autour de ça. Je veux dire, moi, j'en connais pas beaucoup plus que ça en DAX. Après, c'est juste de la syntaxe, des fonctions, de la pratique. Mais j'insiste là-dessus, et je termine. Rentrez dans les concepts. Et pour ça, formez-vous, documentez-vous, et refusez d'apprendre le DAX, par exemple. Power Query, vous pouvez. En M, c'est ludique, c'est simple, on a une interface, on apprend. Le DAX, si vous voulez vraiment être très bon, il faut rentrer dans les concepts. Il faut comprendre la théorie. La pratique seule ne vous aidera pas, malheureusement, à être un expert DAX totalement autonome. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis on peut passer au cocktail. Là, tout le monde espère que ça soit bien enregistré pour pouvoir la regarder en oral. Merci Tristan. On sait que les sessions DAX, et puis à chaque fois tu nous rajoutes des petits éléments, donc elles plaisent bien parce que c'est un élément important du langage. Si vous avez des questions, allez sur le forum. En tout cas, pour les gens qui seront en ligne, on va couper l'enregistrement parce que pour ceux qui ont la chance d'être ici, il y a des pizzas et des bières et du coca et de l'eau. Et on va pouvoir discuter. Vous pourrez poser plein de questions à Tristan ou discuter aussi entre vous de ce que vous faites en DAX. Le but du Club Power BI, c'est ça, c'est que vous puissiez apprendre à vous connaître, échanger sur ce que vous faites, puisque vous êtes tous utilisateurs du produit. Donc, merci aux gens qui étaient en ligne. Vous y au revoir tout à l'heure. Et on peut couper l'enregistrement, je pense. Je crois que c'était... Et vive le retour en présentiel. Ouais. Oui. Je vais l'aider à distance.